Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mardi en fin d'après-midi après avoir pris part le 15 août dernier à Toulon en France à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence. De retour de France, Alassane Ouattara a appelé à la solidarité internationale contre Ebola. Le virus Ebola, justement, ne doit pas arriver en Côte d'Ivoire. La vigilance est alors de mise aux frontières terrestres. Les ministres de la Santé et de la Défense ont visité le poste de frontière ivoiro-ghanéen. Et puis, 16,5% d'investissements ont été réalisés en Côte d'Ivoire en 2013 contre 13,7% en 2012. Des résultats dont se félicite le gouvernement. Ils ont été enregistrés en partie grâce au plan national de développement 2012-2015. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Le président de la République est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux environs de 15h45 après un séjour de 2 semaines en France. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par plusieurs membres du gouvernement. Il avait pris part en France au 70e anniversaire du débarquement de Provence à Toulon, répondant ainsi à l'invitation de son homologue français François Hollande, aux côtés de 12 de ses pairs africains. Le président de la République a par la suite pris un peu de repos. Il vient donc de regagner son pays. Alassane Ouattara a aussi salué la grande mobilisation en vue de freiner la maladie à virus Ebola avant d'appeler au maintien de la vigilance afin que le virus ne passe pas nos frontières. Le chef de l'État est donc rentré ce soir de France. Je vous propose de l'écouter. Je viens de rentrer de France où j'ai pris part à la cérémonie de commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Provence qui a eu lieu à Toulon le vendredi 15 août dernier. Alors, comme vous le savez, cette cérémonie qui a eu pour cadre le porte-avions Charles de Gaulle a vu la participation de 12 chefs d'État africains en raison du rôle important qu'ont joué les soldats africains dans la libération de la France. Le président François Hollande a souligné d'ailleurs dans son discours la contribution des soldats africains et traduit la gratitude de la France à l'Afrique et aux Africains à cette occasion. Durant les quelques jours qui ont suivi, j'ai pris un peu de repos et j'ai bien évidemment suivi de très près l'actualité, notamment les difficultés rencontrées dans la sous-région en raison de l'épidémie d'Ebola. C'est une épidémie grave, sérieuse, et je voudrais féliciter le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures pour faire face à cette situation. Grâce à celle-ci, il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et j'insiste pour le préciser, nous devons néanmoins maintenir la vigilance et respecter les mesures préventives qui ont été préconisées par le comité de veille. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le Premier ministre, à qui d'ailleurs j'ai demandé de prendre quelques jours de congé, et Madame le ministre de la Santé, Raymond Goudou, malheureusement qui ne peut pas en prendre encore, et les membres du gouvernement, les fonctionnaires, les forces de défense et de sécurité, les rédigés, la société civile. Nous avons vu une grande mobilisation de tous nos concitoyens pour encadrer cette éventualité de difficulté et surtout pour montrer que nous sommes suffisamment vigilants et éviter que la Côte d'Ivoire n'ait un cas d'Ebola. En tout cas, je suis heureux de dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé fait un travail important et nous espérons qu'elle parviendra en coordination avec tous les pays de la sous-région à vaincre cette épidémie dans les prochains mois. Nous avons également, et je le souligne, un devoir de solidarité envers les populations des pays où le virus s'est déclaré, notamment les pays frères voisins du Libéria et de Guinée. Et je compte prendre des initiatives à cet effet en relation avec le président en exercice de la CEDEAO, le président John Mahama Dramani du Ghana et la communauté internationale. Nous devons être tous ensemble
pour prévenir ce fléau, pour l'arrêter et pour l'éradiquer le plus tôt possible. Ebola fait peur, Ebola est dangereux, Ebola est mortel. Pas question donc que le virus n'entre en Côte d'Ivoire. En tout cas, le gouvernement est à pied d'œuvre pour réussir ce pari. Pour marquer la veille aux frontières terrestres, les ministres Raymond Goudou Kofi de la Santé et de la lutte contre le sida et Paul Kofi Kofi, chargé de la défense, se sont rendus à Noé au poste de frontière ivoiro-ghanéen. Objectif, constater et adapter le dispositif de contrôle et de protection des personnes. Ami Sissoko. Barrer la route à Ebola est par tous les moyens. Le gouvernement multiplie les actions pour empêcher l'entrée du virus en Côte d'Ivoire. Noé, ville frontalière avec le Ghana. Le dispositif de contrôle vient d'être adapté à l'urgence. Un dispositif sanitaire, en plus du dispositif sécuritaire, est mis en place. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, ce contrôle sanitaire est important et doit intervenir avant celui fait par les agents de sécurité et de défense. Auparavant, les personnes qui rentraient allaient d'abord à la police, ensuite à la douane et autres. Maintenant, on change le dispositif, on commence par le poste de santé. Pour les raisons que vous savez, c'est nous qui avons la possibilité de checker la personne qui arrive. C'est nous qui avons la possibilité de détecter si la personne fait de la fièvre ou pas. Nous avons également constaté qu'il y a la Croix-Rouge est également présente. C'est une très bonne chose pour venir en appui donc, à nos agents de santé. Nous avons corrigé certains dispositifs, certaines mesures et je pense qu'après cela, tout le monde sera vigilant parce qu'il y va de la vie de chacun, mais il y va également de la vie et de la survie de la nation. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, invite les agents de sécurité et de défense au strict respect des consignes. La frontière avec le Libéria et la Guinée, donc ces frontières sont fermées. Consigne pour nos hommes, ça veut dire que tous les ressortissants de ces pays qui essaient de contourner cette mesure en entrant soit par le Ghana, soit par le Mali, soit par le Burkina sera refoulé à nos frontières jusqu'à nouvel ordre. Et cela est très clair. Nous invitons nos hommes de ne pas être laxistes là-dessus et que si ce sont des Ivoiriens, il faut qu'ils soient soumis donc à des contrôles sanitaires rigoureux. Il faut respecter les consignes. Nous demandons aussi à nos hommes de ne pas se laisser distraire. Les agents de santé, de sécurité et de défense ont acquis du matériel, renforçant ainsi leur capacité de surveillance. Il s'agit notamment de bavettes, de cache-nez et de thermomètres infrarouges. Des thermomètres qui leur permettront d'obtenir la température corporelle des voyageurs sur une distance d'1 mètre. Le reportage d'Ami Sissoko a été commenté pour vous par Marie-Laure Ngoran. L'épidémie d'Ebola dans la région ouest africaine est complexe et avance rapidement. Ces mots sont de David Naboro, le coordonnateur de l'ONU contre l'épidémie. Une épidémie qui suscite des préoccupations particulières le long de la frontière entre le Libéria et la Sierra Leone, principalement à Macenta et à Pamelap, où des dispositions spécifiques sont en train d'être prises pour mieux contrôler les mouvements de personnes. Inquiet et en colère, Amadou Camara vient de découvrir de la pourriture dans ses arachides. Depuis 13 jours, son camion est bloqué à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. La faute à Ebola et au contrôle sanitaire pour tenter d'endiguer l'épidémie. On a trouvé que dans les 80 et quelques sacs sont pourris dedans. Donc l'arachide là, on achète ça là-bas, à part du transport, 1200 francs par kilo. Donc on a une perte ici vraiment énorme. La file est longue devant le poste frontière du district de Pamelap. Toutes les marchandises qui quittent Conakry pour la Sierra Leone passent ici. Les camions restent bloqués, mais les piétons peuvent traverser. Une situation qui engendre de l'exaspération. Aujourd'hui, on veut que vous nous libérez ou bien on bloque ici complètement. Ici. On a fait premier jour, on a dormi. Deuxième jour, on a dormi. Et on n'a pas, pour manger même, c'est difficilement. On n'a pas habitué avec l'air nourriture. Pour dormir, on dort sous les camions comme des moutons. Ebola désorganise aussi toute l'économie du district de Pamelap. Cette vendeuse de riz a vu ses recettes divisées par 2 depuis les contrôles renforcés à la frontière. Les gens doivent passer par ici, c'est la frontière et elle est fermée. Quand les personnes circulent, on arrive à travailler. Quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de travail. Positionné juste sur la frontière, ce bâtiment est devenu le quartier général des équipes sanitaires.
Ici, elle contrôle les températures des piétons. Chacun espère repartir avec ce petit bout de papier. En cas de fièvre, on va essayer de faire passer les passagers dans la salle d'interrogatoire pour approfondir l'investigation autour de lui, afin de remonter toutes les symptomatologies et les liens épidémiologiques. Un discours médical rassurant, mais la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone s'étire sur 650 km et de nombreux voyageurs continuent d'emprunter les multiples passages en brousse. 2615 cas d'Ebola recensés et déjà 1427 décès sont enregistrés. La Côte d'Ivoire est jusque-là épargnée par la maladie et pour rester dans cette situation privilégiée, les autorités mettent l'accent sur la sensibilisation. Et parlant de sensibilisation, les populations de Port-Bouët ont été invitées récemment à se conformer aux mesures préventives pour éviter la maladie. Ndamari Christelle, Konate Moussa et Grace Kando. Échange entre populations, autorités municipales et responsables de santé de la commune de Port-Bouët. Les populations sont instruites sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. L'initiative est de la mairie de Port-Bouët. Elle lance une campagne de sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène pour éviter la maladie. Nous avons sensibilisé la population sur la conduite à tenir vis-à-vis des cas de décès. Décès à domicile, décès dans un centre de santé, mais également le rôle que le personnel de santé doit jouer dans la prise en charge de cette maladie. C'est la contribution de l'autorité de proximité que nous sommes pour protéger la population contre la fièvre Ebola. Cette campagne démarre avec la remise de matériel, notamment des gels antiseptiques pour les populations, des gants et 2 ambulances pour les établissements sanitaires de la commune. Ce que j'ai retenu, c'est que l'Ebola est réel. Donc les mesures de précaution qui nous ont enseignées, je crois que nous, en tant que chefs de communauté, nous allons transmettre ce message-là. Voilà, en termes de précaution, on prie. Je demande aussi à les fidèles d'essayer de prier encore, et les fidèles aussi n'ont qu'à nous écouter, et qu'ensemble, on va essayer de vaincre cette fitna. Nous allons demander à la population, au peuple, de prendre conscience du côté hygiénique pour lutter contre cette maladie. Selon le dernier bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola a causé plus de 1400 morts. La Côte d'Ivoire n'enregistre aucun cas. Voilà pour le chapitre Ebola. 16,5% d'investissements en Côte d'Ivoire ont été réalisés en 2013 contre 13,7% en 2012. Le gouvernement se félicite de ces résultats enregistrés en partie grâce à la mise en œuvre du PND, le Plan national de développement 2012 et 2015. La hausse des investissements concerne tous les secteurs d'activité. Les précisions de Francis Boifo. 1080 milliards de francs CFA en 2012, les dépenses pro-pauvres dans le cadre du PND, Plan national de développement, sont passées à 1337 milliards en 2013, avec un taux d'investissement de 16,5% du PIB national, la même année contre 13,7% en 2012. Les dépenses pro-pauvres concernent l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, les affaires sociales, l'agriculture, le développement rural, les ressources animales et halieutiques, l'électricité, les infrastructures routières, l'artisanat et le tourisme. Le scénario choisi par la Côte d'Ivoire prévoyait 8,1% en 2012, 9,1% en 2013 et les résultats que nous avons montrent que ces taux de croissance ont été atteints. Ainsi, en 2012, nous avons 9,8% et en 2013, nous avons 9%. Pour les partenaires au développement, ces résultats sont encourageants, mais beaucoup reste à faire dans certains secteurs. L'importance de renforcer le système de suivi-évaluation au niveau des ministères, mais aussi l'importance de renforcer la décentralisation et l'appui aux autorités et aux structures locales. Je voudrais vous donner l'assurance de cet engagement du président de la République pour que ce que nous réalisons ensemble, que chacun en ressente les bénéfices dans le ménage, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Bientôt, les directeurs régionaux et les partenaires au développement se retrouveront pour valider les stratégies de développement 2014-2015. En 2013, sur une prévision de financement de 704,7 milliards de francs CFA,
555 milliards ont été mobilisés. L'investissement privé ces 2 dernières années se chiffre à 1558 milliards de nos francs. Depuis le 18 août dernier et ce jusqu'au 17 novembre prochain, les fonctionnaires et agents de l'État sont appelés à se faire noter. Pourquoi une notation? Pourquoi a-t-elle lieu maintenant? Comment s'opère-t-elle? Combien de travailleurs sont concernés par cette notation? Le directeur général de la réforme administrative et de l'identification était face à la presse ce matin. Il a répondu à toutes ces questions et c'était au micro de Kader Ouattara et Léon Brou. Avancement et promotion, quelques avantages découlant de l'identification-notation des fonctionnaires et agents de l'État. L'opération au titre de l'année 2014 va durer 3 mois, 3 mois au cours desquels environ 170 000 travailleurs de l'administration publique devront être évalués par leurs supérieurs hiérarchiques qui sont généralement les préfets et chefs de service selon le coordonnateur de l'opération. On met le matricule et le système vous permet de visualiser la situation administrative pour savoir si c'est cette personne-là que vous voulez noter. Alors, le système vous propose les rubriques comme dans le passé et puis vous notez et puis vous validez. Outil de l'opération d'identification-notation, le SIGFAE, système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, mis en place pour un suivi de proximité des travailleurs du public. Il garantit la fiabilité des notes et des recours en cas de contestation. Le système pourra dire quand et qui a donné une telle note à telle personne. Avec le système, non seulement le supérieur hiérarchique est informé automatiquement, le fonctionnaire est aussi informé. Mieux, le ministre de la fonction publique est informé. Toujours selon Ibrahim Lokpo, même les chefs de service n'ayant pas accès à Internet peuvent procéder à la notation de leurs collaborateurs. Tous les chefs de service, en cas de difficulté au niveau donc de la notation, se rapprochent de leur directeur des ressources humaines ou des directeurs régionaux, donc de leur localité. La maîtrise de la masse salariale de l'État, estimée à 765 milliards de francs CFA en 2009, est l'une des finalités de l'opération d'identification-notation. Elle a démarré le 18 août dernier pour s'achever le 17 novembre 2014. Solidarité et vivre ensemble, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est l'interrogation qui était au cœur de la 9e édition de la quinzaine nationale de la solidarité, ouverte hier lundi. Anne-Désirée Oloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a annoncé à cette occasion la création d'une commission régionale de solidarité et de cohésion sociale, une sorte de plateforme de coordination de toutes les actions de prévention et de gestion de conflits. Ben Touré, Hugues Veblé. Cette rencontre avec les journalistes donne le ton de la quinzaine de la solidarité, lancée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La célébration s'étendra du 25 août au 12 septembre, de façon éclatée dans tous les chefs-lieux administratifs du pays. Le thème retenu, solidarité et vivre ensemble, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente. Il s'agit, à travers ce thème, de mettre en exergue la contribution de la solidarité nationale, perçue comme mécanisme de réduction des inégalités entre citoyens et outil essentiel de préservation de la cohésion sociale à l'atteinte de cet objectif de développement. L'innovation de l'édition 2014 de la Journée de la Solidarité est l'installation à travers le pays des commissions régionales de solidarité et de cohésion sociale. Ces commissions seront des plateformes de coordination à l'échelle locale de toutes les activités de prévention, de gestion des conflits, de sensibilisation à la paix et à la coexistence pacifique. Cette année encore, le gouvernement bénéficie du soutien de partenaires qui apportent également une aide aux couches vulnérables, notamment aux ex-réfugiés. Nous sommes toujours attentifs aussi aux problèmes d'inondation ou de catastrophes naturelles. Une soirée de solidarité pour récompenser les personnes physiques ou morales qui se seraient bien illustrées en faveur de la solidarité. C'est une autre innovation de la ministre Anne-Désirée Oloto. Elle est destinée à encourager les initiatives en faveur des populations rendues vulnérables par les crises qui ont davantage appauvri les populations.
Bientôt, la ville de Quibli, dans la région du Guémon, aura fière allure. 25 km de routes seront reprofilés et un nouveau marché sera construit. Et c'est avec plaisir et fierté que Seydou Mompo, le maire de la ville, a donné le coup d'envoi de ces travaux d'envergure. C'était en présence de Franck Quadio et Eve Boué. Des engins lourds en pleine activité tracent ou retracent des sillons sur le sol et les herbes. À l'intérieur de l'une de ces machines, Seydou Mompo, maire de la commune de Quibli. Il donne ainsi le coup d'envoi de quelques travaux d'envergure dans sa localité. Bien que chef-lieu de département, Quibli, situé à 45 km de Mont, dans la région du Guémon, présente un visage triste. Tout est à refaire, routes, marchés, établissements scolaires et sanitaires. Nous sommes dans une zone paysanne. S'il n'y a pas de route, comment faire pour sortir le café et le cacao? À côté de ça, il y a la santé. Nous allons aussi réaliser les centres de santé pour que dans chaque village, il y ait au moins un centre de santé. 25 km de voies bientôt reprofilées et un nouveau marché. Des travaux pour donner un nouveau visage à la ville. Je suis très content de cette réalisation. La première, ce qu'il a fait, il est en train de réaliser. Surtout le marché de Quibli, qui court des rumeurs que le chef a détruit le marché. Il n'a pas contacté les opérateurs économiques et il a fait ça de son gré. Aujourd'hui, il vient de nous rassurer que le marché sera bel et bien réalisé, construit. Quand tu payes les produits en brousse, on n'a pas le temps de faire sortir. Mais si à la route aujourd'hui, les voitures sont bien pour rentrer en brousse et puis faire sortir les bagages. En marge du lancement de ces travaux, un comité d'hygiène de 25 jeunes a été installé. Il sera chargé au quotidien du nettoyage et de la propreté de la ville. Le conseil municipal a déjà livré une école primaire de 4 classes et un premier commissariat de police. Les corps de quelques 170 migrants africains dont l'embarcation a chaviré vendredi au large de la Libye ont été retrouvés hier. Le lieu du drame se situe près de la localité d'Al-Karabol, à 60 km à l'est de Tripoli. Plusieurs de ces corps ont été rejetés par la mer, parmi eux 5 enfants en bas âge. À 60 km à l'est de Tripoli, l'horreur. Sur une plage déserte, la mer rejette des corps. Il s'agit des cadavres de migrants africains dont l'embarcation en bois a chaviré au large de la Libye. D'après ces gardes-côtes libyens, le bateau qui traversait la Méditerranée en direction de l'Italie se serait soudainement retourné. Nous avons libéré environ 100 corps qui étaient bloqués dans la cale de l'embarcation. Et si l'on y ajoute les corps rejetés sur la plage par la mer, nous pensons que le nombre total de cadavres est autour de 170, peut-être 180. Parmi les victimes figurent des Érythréens et des Éthiopiens. Mais les secouristes qui ont sorti les corps de l'eau n'ont pu déterminer avec précision les nationalités de tous les occupants de l'embarcation, faute de papier. Autre constat, les opérations de secours ont pris du temps en raison du manque de moyens. Nous sommes intervenus avec des moyens très limités. Nous n'avons pas assez de moyens. Pire, il n'y a personne pour prendre en charge les corps que nous sortons de l'eau. La Libye est un État failli depuis 2011. Confronté à une crise politico-militaire profonde, le pays n'est plus en mesure de stopper les migrants qui tentent de gagner l'Europe. Depuis vendredi, la marine de guerre, les gardes-côtes et les navires marchands italiens ont secouru plus de 3500 migrants entre la Sicile et les côtes de la Libye ou encore celles de la Tunisie. En France, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été annoncée cet après-midi par le secrétaire général de l'Élysée. Le gouvernement Valls II compte 16 ministres et 17 secrétaires d'État. Le reste de l'actualité internationale à présent en bref et en images, avec tout d'abord cet accord de cessez-le-feu illimité dans la bande de Gaza auquel sont parvenus les Israéliens et les Palestiniens. 50e jour de guerre ce mardi à Gaza, plus de 2000 morts et des négociations au point mort. L'aviation israélienne vise depuis 3 jours de nouvelles cibles, notamment les immeubles les plus hauts du territoire palestinien. À l'aube, des missiles ont réduit à des tas de débris 2 bâtiments de 14 et 16 étages qui abritaient des dizaines de familles appelées auparavant à quitter leur appartement. Il y a eu environ 40 blessés. En riposte, des tirs de roquettes ont fait une vingtaine de blessés côté israélien.
Une voiture piégée a explosé mardi matin en pleine heure de pointe au milieu d'un carrefour bondé de l'est de Bagdad. Bilan, au moins 15 morts. La veille, plus d'une vingtaine de personnes avaient péri dans diverses attaques, toutes perpétrées dans les quartiers à majorité chiite de la capitale irakienne. Cafés, marchés, mosquées sont régulièrement visés. La violence s'est accrue depuis juin en Irak avec l'offensive lancée par les djihadistes sunnites de l'État islamique. Obsèque dans le calme de Michael Brown, le jeune noir tué aux États-Unis par un policier blanc. Des milliers de personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, sont venues lui rendre un dernier hommage à Saint-Louis, dans l'État du Missouri. Sa famille avait demandé de faire taire pour l'occasion la polémique et les rancœurs. La mort du jeune homme a déclenché 10 jours d'émeutes qui ont réveillé des tensions raciales latentes aux États-Unis. Avant de terminer ce journal, sachez que le président de la République est rentré ce soir à Abidjan après un séjour de 2 semaines passé en France. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été accueilli à sa descente d'avion par plusieurs membres du gouvernement. Il avait pris part en France au 70e anniversaire du débarquement de Provence à Toulon, répondant ainsi à l'invitation de son homologue français François Hollande, aux côtés de 12 de ses pairs africains. Le président de la République a par la suite pris un peu de repos. Il vient donc de regagner son pays. Le président de la République donc a regagné son pays ce soir, ce mardi soir, sur le coup de 15h45. Et c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.